cher maître, chers confrères, en arbre assistance, bonjour. On va vous parler de l'apport de l'échographie dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous savez, ces dernières années, le développement de l'imagerie moderne, plus particulièrement l'échographie, qui est devenu un outil incontournable, non seulement dans le diagnostic précoce de la polyarthrite rhumatoïde, mais également pour en préciser le pronostic et mieux évaluer la réponse aux divers traitements. L'échographie a pris une place considérable dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde et apparaît dans certaines recommandations de sociétés savantes internationales grâce en particulier à un travail considérable d'un groupe d'experts en imagerie de l'OMERACT. Alors, en échographie, osteoarticulaire, on utilise deux modes. Il y a d'abord le mode B ou bidimensionnel. Dans cette catégorie, il est primordial que la sonde soit perpendiculaire à la structure à étudier sous peine d'artefact. Il permet tout d'abord l'obtention d'images bidimensionnelles des articulations, des structures périarticulaires qui sont retranscrites en échelle de gris sur un écran. C'est un mode anatomique. Comme vous voyez ici sur cette image, le niveau de grille de référence est la graisse sous-cutanée. On parle d'aspect isoéchogène selon le gris qu'on voit en image numéro en 1. Et en numéro 2, vous voyez ici l'aspect hypocogène. Comme vous entendez, hypocogène, c'est le noir. Le noir à l'échographie, généralement, ça correspond au liquide et aux épanchements. Et en 3, vous voyez, quand on dit aspect hyperéchogène, ça correspond généralement aux corticales osseuses et aux calcifications. Et on utilise aussi le mode Doppler puissance. Ce mode permet d'évaluer le caractère vascularisé et par là même inflammatoire des synovites et de préciser l'activité de la maladie. C'est un mode fonctionnel. Il est nécessaire donc d'utiliser conjointement ces deux modalités, le mode B et le mode Doppler puissance. Il faut savoir qu'il y a une définition consensuelle des lésions élémentaires échographiques chez l'adulte selon le groupe OMERACT. Il y a les lésions d'abord inflammatoires, qui sont les synovites et les ténosynovites, et il y a les lésions structurales, c'est les érosions. On voit ici l'épanchement intra-articulaire. Il est défini comme un matériel intra-articulaire anormal, comme vous voyez sur cette image. Est-ce que vous voyez? Voilà, très bien. Hypoéchogène, en noir ici. Il est liquidien, donc déplaçable et compressible sous la sonde et qui ne présente pas de signal Doppler. Vous avez ici l'hypertrophie synoviale qui est un tissu intra-articulaire anormal, hypoéchogène, comme vous voyez sur cette image. Ça correspond généralement, on le voit surtout dans les synovites aigus, mais il peut parfois être isoéchogène, voire même hyperéchogène, qu'on voit secondaire à la fibrose du panus, qu'on voit dans un synovite chronique. Il est non déplaçable, faiblement compressible et peut être le siège d'un signal Doppler. Les ténosynovites, c'est un tissu épaissi hypoanéchogène, qu'on voit ici en noir, qu'on doit mettre en évidence dans les deux coupes, dans les coupes transversales et longitudinales, qui peut être un siège d'un signal Doppler. L'érosion osseuse, c'est une discontinuité de la surface osseuse qu'on doit mettre en évidence en coupe transversale et en longitudinale. Il faut savoir que il y a des… alors, concernant l'application de l'échographie en pratique, qu'est-ce qu'on sait de l'échographie? On sait que l'échographie est plus sensible que l'examen clinique pour identifier une synovite minime et peut aider à diagnostiquer en cas de doute. On sait que les inflammations détectées par l'échographie peuvent prédire l'évolution des rhumatismes inflammatoires indifférenciés et des symptômes non spécifiques ACPA positifs vers une authentique polyarthrite rhumatoïde. On sait que la synovite infraclinique détectée par l'échographie prédit la survenue d'atteintes structurales, les érosions et des poussées ultérieures, même en présence d'une rémission clinique. Enfin, l'échographie peut être utile pour prédire la réponse au traitement et être utile pour surveiller l'activité de la maladie. Alors, il y a le groupe d'experts établi des algorithmes pour le diagnostic et le suivi de polyarthrite rhumatoïde. Généralement, quand on a des patients qui sont suspectés d'avoir une polyarthrite rhumatoïde ou qui sont à risque de développer une polyarthrite rhumatoïde, là, si le patient présente des synovites cliniques, voilà. Si le patient présente des synovites cliniques et remplissent les critères ACR là, donc là, le diagnostic, le père ne se pose pas. En cas de, là, si le patient ne remplit pas les critères de ACR-ELAR ou ne présente pas de synovite clinique, c'est là l'intérêt de l'échographie. Là, il y a deux situations. Quand on détecte la synovite à l'échographie, là, on confirme la synovite à l'échographie, là, on doit instaurer un traitement en fonction des facteurs pronostiques. S'il y a absence de synovite à l'échographie,
là, il faut penser à d'autres diagnostics. Chez les patients qui ont un PR établi, là, l'échographie, on a trois situations. Soit le patient présente un nombre suffisamment à l'échographie, synovite échographique, et ça confirme le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. En cas d'absence de synovite à l'échographie, là, on doit réévaluer la situation. S'il y a un nombre insuffisant d'articulations à l'échographie qui se prend sujet de synovite, là, la prise en charge dépend des facteurs pronostiques. Chez les PR, généralement, pour évaluer la réponse thérapeutique chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, sous traitement conventionnel synthétique, conventionnel synthétique ou sous biothérapie. Généralement, l'évaluation, il n'y a pas de consensus, soit chaque 3 ou 6 mois. En cas, il y a deux cas de figure après 6 mois de traitement. Soit le patient présente une mauvaise réponse clinique au traitement. Là, l'échographie, si on fait l'échographie, s'il n'y a pas de synovite à l'échographie, ça veut dire qu'il faudra penser à une autre cause, soit une fibromyalgie ou arthrose, considérer d'autres diagnostics. Si on confirme la synovite, là, on doit aller vers un palier supérieur selon les recommandations en vigueur. En cas de bonne réponse clinique, là, l'échographie, si elle montre l'absence de synovite active, là, tout simplement, soit on continue ou on dégraisse selon les recommandations en vigueur. Pour les patients si on met en évidence une synovite à l'échographie active, là, il faut changer de traitement, si on est sous 10 mètres conventionnel synthétique, vers un palier supérieur. Pour les patients sous biothérapie, là, c'est discutable. Soit on maintient le traitement et on discute des traitements adjuvants, ou on switch ou on va vers un palier supérieur. En cas de mauvaise réponse au traitement, là, l'échographie questionnement, soit on a plutôt une perte de réponse clinique. Là, en cas d'échographie, dans l'échographie, s'il y a une présence de synovite, là, on change de traitement. En absence de synovite, tout simplement, on doit réévaluer la situation. En cas de rémission au faible niveau d'activité, là, l'échographie, on a deux situations. En cas d'absence de synovite, soit on continue, on dégraisse le traitement. En présence de synovite, là, c'est discutable en cas de rémission. Il y a des écoles qui vous disent qu'il faut aller vers un palier supérieur. Il va dire qu'on maintient. On verra par la suite. Alors, il faut savoir quels sont les sites à évaluer. Il y a une multitude de possibilités dans la littérature. Il y a le DAS28 échographique d'Ougados, le Naredo 12 articulations, le Backhouse. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un problème à déterminer, c'est les articulations cibles. Le gloss, pour l'instant, il n'y a pas de consensus, mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Genre, en polysynovite, on recherche les synovites au niveau des poignets de façon bilatérale, les deuxième, troisième MCP et deuxième, troisième IPP et cinquième MTP de façon bilatérale. Pour les ténosynovites, on recherche surtout dans l'extenseur commun des doigts, l'extenseur lunaire du carpe, les fléchisseurs du troisième et quatrième doigt. Pour les érosions, les sites préférentiels, ce sont surtout le synovial lunaire, deuxième, cinquième MCP et le cinquième MTP. Alors là, pour le scoring, on utilise en pratique une méthode semi-quantitative parce qu'elle a l'avantage d'avoir une bonne reproductibilité et une sensibilité au changement. Pour le scoring, le groupe Eular-Omeract ont mis pour évaluer les lésions de polyarthrite rhumatoïde, il y a 3 scorings. D'abord, on évalue l'hypertrophie synoviale, qu'on voit ici, ou ce qu'on appelle en échelle de gris. Il y a 3 grades. Il y a le grade 0, c'est l'absence d'hypertrophie synoviale. Ça, c'est le cartilage en noir, ce n'est pas l'hypertrophie synoviale. Là, en 2, c'est le grade 1, ça veut dire que c'est une synovite minime. Ça veut dire une hypertrophie synoviale qui ne dépasse pas l'horizontale tracée avec la tête métacarpienne. Dans la synovite modérée, ou ce qu'on appelle l'hypertrophie synoviale grade 2, vous voyez bien que l'hypertrophie synoviale déborde la tête vers la diaphyse métacarpienne. Dans le grade 3, c'est la synovite sévère, vous voyez qu'il y a une hypertrophie synoviale qui va en hauteur, refoulant le tendon extenseur et en largeur vers la diaphyse fémorale. Ça, c'est pour le premier scoring. Pour le deuxième scoring, c'est le scoring Doppler. Là, vous voyez, grade 0, il y a absence de signal Doppler. Au sein de l'hypertrophie synoviale, il faut savoir qu'on prend le signal Doppler jusqu'à ceux qui sont présents au sein de l'hypertrophie synoviale. Vous voyez au grade 1. Grade 1, vous voyez quelques spots, 2 à 3 spots, ça ne doit pas dépasser 2 à 3 spots. Dans le grade 2, c'est un signal Doppler au sein de l'hypertrophie synoviale qui ne dépasse pas 50% de la surface de l'hypertrophie synoviale. Dans le grade 3, vous voyez qu'il y a un signal Doppler qui occupe plus de 50% de l'hypertrophie synoviale. Il y a aussi ce qu'on appelle le dernier score, et c'est ça le scoring le plus important, c'est ce qu'on appelle le PEDUS, c'est la combinaison entre le grade de l'hypertrophie synoviale et le score Doppler. À titre d'exemple,
si je prends par exemple ici, j'ai une hypertrophie synoviale de grade 3 avec absence de signal Doppler, ça veut dire que j'ai une hypertrophie synoviale de grade 3 et un Doppler à 0. Mais mon pédus est à 3. Parce que j'ai pris donc, c'est une synovite sévère. Et vous voyez ici, par exemple, j'ai une hypertrophie synoviale qui est A2, mais un Doppler qui est A3. Donc, c'est un grade 3. C'est une synovite sévère. Alors, pourquoi il faut savoir que l'hypervascularisation synoviale peut être mise en évidence grâce à l'utilisation du Doppler puissance. Pourquoi? Parce qu'on sait que la synovite Doppler positive est un facteur prédictif de progression structurale. On sait bien que la présence de signal Doppler apparaît prédictif de la survenue d'érosion radiographique chez les PR avérés. On sait que la présence de signal Doppler apparaît prédictif de progression radiographique rapide chez les PR débutantes. On sait que la synovite Doppler positif est un facteur prédictif de rechute dans les PR en rémission. Là, on va vous montrer quelques illustrations. Ici, c'est une coupe de référence au niveau du poignet. C'est une coupe longitudinale, toujours la face dorsale du poignet. Vous voyez sur cette coupe de référence, elle doit passer par le radius, le lunatum, le capitatum et l'axe troisième métacarpien. Vous voyez en haut ici le tendon extenseur commun. Et vous voyez sur cette image, il y a une hypertrophie synoviale qui est de grade 2 au niveau du rhésus proximal et distal de la radiocarpienne avec un signal Doppler à 2. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 5 spots ici, plus de 3. Donc, on est un scoring PEDUS à 2 dans cette image. Pour la coupe de référence de la métacarpophalangienne, vous voyez, c'est une coupe longitudinale dorsale, deuxième MCP gauche. Vous voyez ici qu'il y a une hypertrophie synoviale qui va vers la diaphyse de la deuxième métacarpienne, qui ne refoule pas le tendon extenseur. Donc, c'est une hypertrophie synoviale grade 2 et un Doppler à 2. Donc, on a un scoring à 2. Vous voyez sur cette image, cette coupe longitudinale dorsale, deuxième MCP droite, vous voyez qu'il y a une hypertrophie synoviale de grade 1, parce qu'elle ne dépasse pas l'horizontale, passant par la tête, mais un signal Doppler à 3. Donc, c'est une lésion synovite sévère de grade 3. Sur cette coupe, vous voyez, c'est une coupe transversale qui montre l'extenseur unaire du carpe. Il y a une ténosynovite de grade 2 mise en évidence sur le plan transversal et longitudinal. Mais vous voyez ici l'érosion débutante au niveau de la styloïde unaire qu'on a mis en évidence sur les deux coupes, transversale et longitudinale. En conclusion, l'échographie est un examen non invasif et accessible, peu coûteux, permet de visualiser plusieurs articulations lors d'un même examen, peut être répété lors du suivi, il est opérateur dépendant et il y a une nécessité d'un échographe de bonne qualité, une sonde linéaire de haute fréquence. C'est un outil très sensible pour la détection des synovites infracliniques, plus sensible que la radiographie conventionnelle pour la visualisation des érosions. Il permet une évaluation de l'activité de la maladie et le suivi de la réponse sous traitement. D'autant plus avec le concept de fenêtre d'opportunité, il faut bien diagnostiquer tôt afin de traiter tôt pour atteindre l'objectif ultime qui est la rémission. Et je vous remercie de votre attention.